Où en sont les préparatifs du prochain sommet sur la sécurité maritime qui se tiendra à Lomé? Le Premier ministre Comissé Lom Classou, président de la commission de supervision de ces préparatifs, a eu réponse à cette interrogation ce lundi lors de sa réunion avec les partenaires français. La communauté santé d'Idio a désormais l'aval du gouvernement togolais pour étendre ses actions humanitaires dans notre pays. Un quitus traduit par l'accord de siège signé ce matin au ministère des Affaires étrangères. Et puis les questions fusent de partout à Ouagadougou, 3 jours après l'attaque djihadiste qui a fait 29 victimes. Qui sont les assaillants? Combien étaient-ils? Comment ont-ils procédé? Et pourquoi la réaction des forces de sécurité burkinabè a-t-elle tardé selon les populations? Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. 3 jours après donc les attentats de Ouagadougou, le président de la République a adressé ce lundi un message de compassion à son homologue burkinabè Roch Marc Christian Kabore. Le message dit ce qui suit. Monsieur le Président, c'est avec beaucoup de peine que j'ai appris la nouvelle de l'attaque du splendide hôtel de Ouagadougou qui a coûté la vie à une trentaine de personnes et en a blessé des dizaines. En ces circonstances tragiques, je tiens à vous faire part de ma compassion et de la solidarité du peuple togolais qui est profondément choqué par cette action terroriste. Nous tenons à condamner fermement cet acte inqualifiable qui a endeuillé le peuple burkinabè et au-delà toute la sous-région. Je vous prie également de bien vouloir vous faire auprès des familles éplorées l'interprète de mes sentiments de compassion et transmettre aux blessés mes souhaits de prompt rétablissement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Signé Faure Essouzim Gnazingbe, président de la République togolaise. Et je vous le disais donc que 3 jours après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 29 personnes à Ouagadougou, les Burkinabés s'interrogent sur le manque de réactivité des autorités lors de cet attentat. De leur côté, les enquêteurs recherchent toujours des indices sur le nom des assaillants et leur mode d'action. L'hôtel aux façades noircies, le café cappuccino à la terrasse dévastée sont devenus des zones réservées aux enquêteurs. Seuls quelques clients rescapés ont pu récupérer leurs affaires. Il y a aussi des visites d'officiels venus assurer le Burkina Faso de leur solidarité. Le Premier ministre malien dimanche, le président béninois ce lundi. Pour les Burkinabés tenus à l'écart, avenue Kwame Nkrumah, beaucoup de questions se posent encore, en particulier sur les failles qui ont permis cet attentat. Il n'y a pas beaucoup de sécurité dans notre pays. Tout le monde peut rentrer dans notre pays comme ils veulent. C'est mal arrivé, c'est le mauvais moment, parce qu'on n'en avait pas besoin. Parce qu'on sort d'une crise qui nous a franchement affaibli sur tous les plans. 18 enquêteurs français sont venus épauler leurs collègues, mais on connaît toujours aussi peu de détails sur l'attaque. 7 corps restent à identifier. Al-Qaïda au Maghreb islamique a publié la photo de 3 membres supposés du commando, mais de nombreux témoignages font état de plus de 3 assaillants. D'autres parlent de la présence de femmes. Les djihadistes ont prié dans une mosquée proche avant de passer à l'attaque, affirme le ministère de l'Intérieur. De quoi alimenter les suspicions. Nous serons plus vigilants, mais ça ne peut pas nous empêcher de vivre avec nos autres frères ailleurs, que tu sois noir ou blanc, que tu sois chrétien ou musulman. Environ 60% de la population du Burkina Faso est musulmane et tous les pays de la sous-région, des pays pauvres, craignent maintenant la radicalisation de quelques-uns qui pourraient fournir des combattants et des soutiens aux groupes terroristes, toujours plus incontrôlables et sans frontières.
Retour en page nationale au moment où le Togo se mobilise pour accueillir le sommet sur la sécurité maritime. Les partenaires lui viennent en aide pour son succès. C'est le cas de la France qui apporte son expertise au Togo dans les préparatifs. Après la réunion du 20 novembre dernier, les experts français reviennent avec les membres de la commission de supervision pour faire le bilan de cette étape. La rencontre s'est tenue aujourd'hui à la primature en présence du Premier ministre Comissé Lamklassou, président de cette commission de supervision. Le compte rendu avec Antoinette Romao. On va voir. Le Togo de plein pied dans les préparatifs du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Déjà à quelques semaines de l'ouverture, ce grand rendez-vous suscite un engouement chez tous les spécialistes à travers le monde. Experts, chercheurs, partenaires nationaux et internationaux. Sans oublier la mobilisation exceptionnelle de la France. Les experts français font donc le point ici avec la commission de supervision. D'essayer de voir comment nous pouvons modestement, nous la France, apporter notre concours, notre expertise à la préparation d'un sommet très important pour l'Afrique et le Togo, qui est le sommet de Lomé. Que nous continuons à travailler avec la partie togolaise dans la continuité pour qu'on soit prêt, pour que surtout le Togo soit prêt et que nous puissions vous apporter le maximum de ce qu'on peut faire pour que ce soit, comme je vous l'ai dit, un succès partagé entre le Togo, pour lequel c'est très important, et puis pour l'Union africaine, parce que c'est pour l'ensemble de l'Afrique que c'est important. Cette conférence qui s'annonce ambitionne de promouvoir des réflexions stratégiques sur un sujet sensible et vital, la sécurité maritime en Afrique. Une opportunité unique d'amorcer l'esquisse de réponses panafricaines conçues par les acteurs africains eux-mêmes avec l'appui de la communauté internationale. Je vous l'annonçais également en titre, un accord de siège a été conclu ce lundi matin entre la communauté Saint-Egidio et le gouvernement togolais. L'acte donne un statut légal à cette organisation qui peut désormais mieux étendre ses actions humanitaires et de préservation de la paix dans notre pays et de là dans la sous-région. Le compte rendu avec Joël Aziadapo. Présente au Togo depuis bientôt 16 ans, la communauté Saint-Egidio vient de conclure un accord de siège avec le gouvernement togolais. L'acte a été formellement signé ce matin au cabinet du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Il renforce et garantit la présence et les activités de la communauté Saint-Egidio dans notre pays. Le gouvernement a inscrit les questions humanitaires au cœur de ses priorités à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. C'est pourquoi, monsieur le porte-parole de la communauté Saint-Egidio, toutes les initiatives comme la vôtre qui contribuent à soulager les maux de nos populations sont hautement appréciées et soutenues par les autorités togolaises qui demeurent convaincus que seule la complémentarité dans l'action est gage de progrès sur le chemin du développement. Par cet accord, les deux parties s'engagent à intensifier leurs actions en vue d'éradiquer la pauvreté et d'assurer le mieux-être des populations togolaises. Notre présence est beaucoup une amitié avec les plus pauvres qui sont là, les enfants de la rue notamment, et les enfants qui vivent dans des quartiers difficiles. Mais c'est aussi un travail pour le maintien de la paix et de la cohabitation. Nous croyons que l'Afrique occidentale et le Togo aussi sont des lieux où il faut travailler pour construire
consolider la paix. Ce jour est un jour de joie pour la famille Santé-Egidio du Togo, car nos relations, notre amitié se formalise. Et pour nous, c'est une grande joie pour les pauvres, parce que nous avons une envie réelle de pouvoir aider, accompagner les amis, mais aussi les pauvres qui sont les enfants de l'école de la paix que nous avons, nos enfants de la rue, mais aussi les personnes âgées. Et actuellement, la communauté est présente dans plus de 10 points sur le territoire national de Lomé jusqu'à Dapaon. La communauté Saint-Egidio œuvre dans les domaines de la paix et de la solidarité à travers la prévention des crises et conflits par la promotion de la négociation et la médiation. Au Togo, la communauté compte environ 500 membres engagés dans les actions sociales, notamment l'enfance heureuse, la lutte contre le VIH-Sida et la promotion de l'amour envers les personnes âgées. La communauté Saint-Egidio a donc son quitus pour poursuivre ses activités dans notre pays. La direction de l'Académie de leadership et de management en Afrique octroie 100 bourses aux étudiants de l'université de Kara pour une formation dans nos droits au DUT, diplôme universitaire de technologie. Avec ce diplôme, le détenteur peut travailler tout en poursuivant ses études universitaires. Les précisions depuis Kara de Nestor Mozo. A été faite au cours de cette conférence qui a regroupé les délégués des différents départements et les présidents des associations de l'université de Kara. L'Académie de leadership et de management en Afrique, Alma Togo, offre 100 bourses aux étudiants de cette université. Des bourses qui vont permettre aux bénéficiaires de s'inscrire pour l'obtention d'un DUT, diplôme universitaire de technologie, à Alma Togo, tout en préparant leur licence à l'université. Les conditions sont simples. Il faut être étudiant à l'université de Kara, avoir la volonté de pratiquer ses connaissances dans une entreprise ou de créer une entreprise et donc postuler avec une lettre de motivation. L'objectif, c'est de les aider à pouvoir être professionnels, à pouvoir préparer un DUT tout en faisant leur licence et répondre donc aux besoins des entreprises, mieux capitaliser leur apprentissage sur le campus en découvrant l'avantage du DUT certifiant. Nous, notre vision, nous sommes complémentaires aux universités publiques. Les universités publiques font une recherche fondamentale. Nous sommes là pour créer des passerelles entre le monde universitaire, les entreprises et aider les jeunes à se prendre en charge très tôt, à mieux capitaliser le système LMD. L'action de générosité de la direction de l'Académie de leadership et du management en Afrique est accueillie à bras ouverts par les étudiants. J'ai vu en l'offre de bourse de Alma une possibilité enfin pour nous, ayant une formation qui jusque-là a un caractère théorique spéculatif, de voir sa concrétisation dans la vie pratique. Parce que nous ne sommes pas sans savoir quelle est cette fréquence de nos universités sont des lieux de savoir. Mais il arrive qu'il y ait un certain déphasage, une asymétrie entre les connaissances théoriques et la vie pratique. Cette rencontre qui a porté sur le partenariat entre universités publiques et universités privées a permis de présenter le bureau du GUF, Junior World Entrepreneurship Forum. Selon le bureau, du 9 au 12 mars 2016, cette organisation tiendra à Kara une rencontre à l'intention des jeunes entrepreneurs de l'espace UEMOA. Le GUF est une organisation mise en place au Togo par Alma Togo. Et à Lomé, ce sont également 100 étudiants qui ont reçu leur attestation après un an de formation à Centrale Communication. Ils font partie des promotions 2013, 2014 et 2014-2015. Sonia Miniko et Antoinette Romain Ouvovor pour le compte rendu de la cérémonie de remise de diplôme.
Le développement d'un pays passe nécessairement par la formation professionnelle qualifiée des jeunes. Ce message, l'Institut de formation centrale communication IFCC l'a bien compris et en a fait son leitmotiv. Après 12 mois de formation aux étudiants en maintenance informatique, en secrétariat bureautique, en électronique générale et dans bien d'autres filières, ceux-ci reçoivent leur attestation et sont prêts à faire leur preuve sur le terrain. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été difficile non plus, mais c'était bien quand même. Je dis, je suis très fière, très contente. Je compte faire ou devenir une secrétaire dans une grande entreprise. Centrale de communication nous a tout donné. C'était d'abord l'ambition, c'est devenu une vocation. Parce que je suis arrivé dans l'électronique et puis voilà, j'ai fini en maintenance. Et puis ce que je veux faire avec, c'est donner le savoir qu'on m'a donné. Pour le personnel enseignant, ces diplômes sont une porte ouverte sur le marché de l'emploi. Notre objectif, c'est d'envoyer ces étudiants directement sur le marché de l'emploi. Au niveau de tous les problèmes, la direction fait le maximum pour que ces étudiants se sentent chez eux. Quand on vient chez certaines communications, on fait 90% de la pratique. Et ces étudiants sont prêts à rentrer directement sur le marché du travail. L'Institut de formation centrale de communication fait ses preuves depuis plus de 20 ans et accueille les étudiants de plusieurs nationalités, notamment la Centrafrique, le Tchad et le Burkina Faso. Au total, 100 étudiants des promotions 2013-2014 et 2014-2015 ont reçu leur attestation. Éducation encore avec un phénomène qui retient notre attention ce soir. Le téléphone portable est un outil qui sert à communiquer, mais dans les établissements scolaires au Togo, il est formellement interdit d'en faire usage, que ce soit pour les élèves que le corps enseignant. Pourquoi le téléphone est-il interdit et comment le monde scolaire vit cette situation et quelles sont les sanctions prévues? Les éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Félix Semdacha. Visiblement, c'est devenu la mode, objet de luxe pour les uns, moins de communication pour les autres. Même en pleine rue, l'on peut toujours les voir avec leur téléphone à la main. Et pourtant, pour ces jeunes apprenants, l'utilisation du téléphone à l'école fait partie des interdits. Nous avons reçu une lettre circulaire qui disait que les portables sont interdits dans l'enceinte des établissements scolaires. Malgré nos efforts que nous déployons tous les jours, les élèves restent sourds à nos appels. En classe, ils les utilisent pendant que les professeurs font cours. La mesure, elle s'applique aussi bien aux élèves qu'au personnel enseignant. J'ai une camarade qui est à côté de moi dans le banc. Lorsque son téléphone commence à vibrer, moi, et ça me gêne beaucoup. Pour les enseignants, il est également interdit d'utiliser le téléphone portable lorsqu'il est en pratique de classe. Parce que lorsque les enseignants reçoivent des coups de fil en pleine classe, ça a une influence sur l'évolution dans le programme parce que l'heure de cours, par exemple, ça fait 55 minutes ou 55 minutes fois 2. Alors, lorsque vous prenez, par exemple, un coup de fil et que vous faites, par exemple, 2 minutes, 3 minutes, vous n'exécutez plus exactement l'horaire réparti pour le cours en question. Automatiquement, l'avancement dans le programme va être freiné. Les mesures disciplinaires sont connues et elles s'appliquent à tous, quelle que soit la raison. Toutefois, les brebis galeuses sont là pour enfreindre aux règles établies. Pour rappeler à l'ordre les récalcitrants, des mesures sont souvent prises, surtout pour le cas des scolaires. Oui, nous avons connaissance que le téléphone est vraiment interdit à l'école. Sans mentir, moi je l'utilise. Souvent, moi j'utilise à chaque heure pour voir si nous sommes à la fin des heures du cours. Mais souvent pour prendre des appels, c'est la récréation.
on doit punir parce que c'est interdit d'utiliser des portables à l'école. Donc moi, je ne suis pas contre la punition des professeurs. En plein cours, les téléphones d'un élève sonnent. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends et je mets ça à disposition de l'administration. Je demande également à l'élève d'aller voir sur la surveillance ou alors le censorat. Et comme ça, l'administration va se charger de gérer et l'élève et le portable. En ce qui concerne la gestion de l'élève, tout dépend de ce que le surveillant, le censeur ou le professeur décidera. Quand on les trouve avec les téléphones, on les arrache jusqu'à la fin de l'année. Les parents viennent nous gêner, demander pardon. On essaie de faire avec. Le téléphone portable, c'est certes un moyen de communication, mais tout dépend de la manière dont les élèves l'utilisent. En plus des efforts des autorités scolaires pour réglementer l'usage du téléphone à l'école, il revient aussi aux parents de les soutenir en contrôlant le comportement de leurs enfants vis-à-vis de cet outil, sans nul doute incontournable de nos jours. L'ONG Centre Coopératif de Développement Rural Intégré, en abrégé CECODRI, a procédé au lancement la semaine dernière de son projet Forage eau potable et saine, une initiative qui veut permettre l'accès de toutes les populations de Sotobois à l'eau potable. Le compte rendu avec la marque. Ouf de soulagement des populations rurales de la préfecture de Sotobois, l'ONG Centre Coopératif de Développement Rural Intégré, CECODRI, soucieuse du bien-être de cette population, lance le démarrage des activités du projet Forage eau potable et saine dans la préfecture de Sotobois. Ce projet, dont le coût total est de 110 millions de francs CFA, va contribuer à rehausser le taux d'accès à l'eau potable et saine en réalisant 10 nouveaux forages dans 10 villages et en réparant 5 anciens forages. Le taux d'accès actuellement dans le milieu semi-urbain est de 4,17%. Notre vision, c'est de lutter à ce que d'ici quelques années, ces déficits-là soient comblés par un accès total et équilibré de la population à cette denrée qui est un droit basique de l'être humain, que l'eau. Faire de telle sorte que par cette initiative lancée à ce jour, nous arrivions à satisfaire le besoin total des populations nécessiteuses. Je connais Sotobois depuis 2004. J'étais un volontaire Corps de la paix. Je vivais ici, je travaillais ici, j'ai formé presque 500 élèves en informatique en tant que volontaire Corps de la paix. Et après mon départ, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour continuer mon engagement avec la communauté ici à Sotobois et au Togo. Et c'est pour ça que j'ai décidé de fonder la fondation American CECODRI Foundation qui nous permettrait de chercher des bailleurs d'ailleurs et emmener de l'argent ici au Togo. Le lancement officiel de ce projet qui va durer 2 ans a rassemblé les responsables de SECO Group, le financier, les bénéficiaires et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Occasion pour le représentant du ministre en charge de l'hydraulique de saluer la venue de ce projet qui entre dans la mise en œuvre du programme Accès pour tous à l'eau potable et saine. Toujours à Sotobois, une autre organisation œuvre depuis plusieurs mois pour que les femmes de la préfecture aient accès à la terre et aux droits successoraux. 12 mois après le projet est à terme et les responsables de l'ONG d'Isaac Togo recueillent les impressions des bénéficiaires. Nous retrouverons sur place la marque Woodjona. Le projet plaidoyer pour l'accès des femmes à la terre pour leur pleine jouissance des droits successoraux dans la préfecture de Sotobois
est arrivé à son terme. Les bénéficiaires se réjouissent de ce projet qui a apporté un soulagement dans la vie des femmes rurales dans la préfecture de Sept-Bois. Depuis que ce projet a commencé, la femme est épanouie. La femme sait qu'aujourd'hui, elle a droit à la terre. Puisqu'avant, la femme n'avait même pas la parole. Mais aujourd'hui, elle a droit à la terre, surtout dans notre préfecture, là, se trouve ici. Parce que nous avons des femmes dynamiques qui travaillent comme les hommes. Aujourd'hui, la femme est libre à se trouver pour pouvoir gagner les terres au niveau de sa famille, au niveau de son foyer. À partir de notre projet de plaidoyer, franchement, les femmes ont su qu'elles avaient droit à la terre. Et ça les a suscité à réclamer. Donc à ce jour, on a vu la production multipliée, on a multiplié les champs, mais il y a un bon rendement. Ce n'est pas la fin du projet. Ce projet qui a duré 1 an a apporté un grand changement dans la gestion du foncier dans la préfecture, à en croire les intervenants à cette rencontre. Le projet a été financé par le projet d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale PASCRENA dans le cadre de la recommandation 28 de la CMJR. Informatique à présent, Wikipédia. Vous connaissez, il vous est sûrement déjà arrivé de consulter cette encyclopédie en ligne. Eh bien, vous faites partie des 18 millions de personnes qui le font chaque mois. Et cette année, le site s'ouvre sa 15e bougie. Occasion de découvrir tout le monde qui fait vivre ce site dont les articles sont publiés dans près de 291 langues et dialectes. Regardez. Le tout premier article mis en ligne par la version anglaise de Wikipédia était un test, la lettre U en 3 exemplaires. 15 ans plus tard, l'encyclopédie collaborative est disponible en 291 langues et dialectes et regroupe plus de 36 millions d'articles. L'allemand Martin Rulsch est ce que l'on appelle un contributeur, l'un des 80 000 auteurs bénévoles qui alimentent Wikipédia dans le monde entier. Ce qui me plaît dans Wikipédia, c'est le fait de pouvoir transmettre quelque chose, d'avoir la possibilité de m'intéresser à un thème et de le développer, tout en bénéficiant moi-même de l'enthousiasme des autres. Emilia Opperman vient de rejoindre les rangs des Wikipédiens. Dans un milieu à 90% masculin, elle fait figure d'exception. La jeune femme fait ses premiers pas sous le contrôle d'un contributeur expérimenté. Ce que j'écris là, théoriquement, le monde entier peut le voir. Donc si jamais je fais une erreur, ça risque de choquer quelques lecteurs. Pour les membres de l'association qui gère l'encyclopédie en ligne, ces 15 premières années sont une réussite. Wikipédia est dans la phase où elle commence tout doucement à devenir adulte. Les bénévoles et les contributeurs sont encore pleins d'énergie, très engagés. Alors quand je vois ça, eh bien, je me réjouis déjà du 30e anniversaire. Problème pour Wikipédia, le nombre d'auteurs stagne et les articles sont rédigés et corrigés par des bénévoles alors que les administrateurs qui peuvent effacer un article et bloquer des utilisateurs sont payés. Mais quoi qu'il en soit, Wikipédia fait aujourd'hui partie du quotidien de nombreux internautes. Direction à présent le lac Togo. Pour aller de Sewa-Trikopé dans les lacs à Baloubé dans le Vaud, deux localités situées respectivement sur les rives sud et nord de ce lac, de nombreuses personnes font le déplacement en traversant l'étendue d'eau en pirogue. Et cette traversée crée dans les deux localités et les villages environnants de nombreuses activités génératrices de revenus pour les jeunes. Et ce week-end, Chassi Nambaga est allé à leur rencontre. Regardez. La traversée du lac Togo se fait en pirogue dans les deux sens.
entre Sewachirikopé sur la rive sud et Badoubé sur la rive nord. Hommes, femmes, enfants, bagages, marchandises et même des motos trouvent leur place dans ces pirogues. Pour de nombreux passagers, la traversée est un moment de contemplation. C'est très joli l'environnement du lac. Là, ça fait plusieurs fois que je viens et c'est très beau comme ensemble pour visiter. C'est très beau. On a un très beau point de vue et c'est très beau aussi au soleil couchant. C'est magnifique avec les barques, avec les végétaux. C'est très beau. Oui, on a bien aimé avec le bon vent du lac et tout, c'est très bien. Avec tous ces balancements de la barque et tout ça. La distance entre les deux rives est d'environ 800 mètres et la traversée en pirogue dure en moyenne 10 minutes. Le même parcours entre les deux localités en empruntant la route, c'est pas moins de 22 km et 25 minutes de trajet en passant par Aného et d'environ 108 km et plus d'une heure de parcours en passant par Lomé. Pour faire court à moindre frais, nombre de passagers optent pour la pirogue qui se révèle donc un excellent raccourci. Moi je suis à Pémé, je suis à deux pas, donc je préfère prendre la voie là. Si je devais continuer, je vais passer par Aného, après Aného Glidi, mais ce serait encore, ceci est économique plus que ça. Parce que là-bas, ça coûte, aller-retour, ça coûte 200. Alors que pour contourner, je dois dépenser au moins 2000. Oui, au moins 2000. Parfois plus même, si tu n'as pas d'occasion pour les voitures, il faut prendre des émigrants qui peut te faire contourner jusqu'à 3000. Pour les Todji Hukula ou piroguiers, cette activité de traverser leur procure des moyens financiers de subvenir à leurs besoins. Ici, les gens viennent, on fait entrer dans la pirogue. On arrive ici, on prend sans fâcher une tête. Si la personne a pris la moto, on prend bien le champ. Et puis on repart. Aller-retour, aller-retour. Ça arrive, on fait au moins une personne peut faire 10 000, 12 000 par jour. Et souvent, ça se passe très bien. Et surtout parce qu'il y a les marchés, les jours de marché, les grandes funérailles, ça se passe très bien. Les passagers qui doivent parcourir encore une longue distance ont à leur disposition des taxis-motos qui attendent sur place. Les gens traversent le lac Togo. Quand ils descendent du lac, ils prennent la moto chez nous ici là pour leur destination. C'est pourquoi nous avions pris ici comme station. Chaque jour que Dieu fait, ce que nous gagnons ici, dans l'ensemble, ça va. La traversée du lac Togo entre Sewachirikopé et Badoubé a également engendré de petits marchés où les femmes exercent des activités génératrices de revenus. De la musique à présent, le corps d'unité togolaise a organisé hier dimanche un concert à l'Agora Senghor, placé sous le thème Togovio Mito, Togolais levez-vous. Cette manifestation a été essentiellement marquée par des chants chorales et des chants populaires. Le récit avec Kwasi Glé et Gérard Laguidou. Deuxième édition du concert du cœur d'unité togolais. Sur scène, l'artiste invité Alfred Patrick Adake. Le show est offert par le chœur d'unité togolais avec des morceaux dédiés à la gloire de Dieu. Parmi ces chansons, Maunyo Mikafwe Penka, Togovio Micho, Nutifafa.
Toutes ces mélodies évoquent l'amour de Dieu, le pardon, l'humilité. I think that choral music is also doing well in Togo. I never knew choral music was doing that well in Togo, but because le chant choral va de l'avant au Togo. J'ai écouté leurs prestations et je peux affirmer que c'est bon. Selon moi, la chorale sort aujourd'hui du contexte de l'église pour des unités de chant choral. That is what I felt. But outside the church, as in choirs formed outside the churches are really springing up. And I Le chœur d'unité togolaise a surtout présenté lors de ce concert son album de 8 titres intitulé Togo Viwo Micho, un répertoire riche en sonorités diverses avec la participation d'artistes togolais de renom. Le Happy New Year 2016 du Chœur d'unité est un concept que nous avons lancé l'année dernière tout en souhaitant la prospérité, l'unité et la paix pour notre pays, le Togo. Les thèmes abordés ont touché plus d'un. Le concert s'est bien passé. Donc, quand il y a Dieu dans toutes choses, franchement, ça se passe pour le meilleur et pour le bon. C'est pour rendre gloire à Dieu. Et je vois que si ça peut se faire chaque année comme ça, ça sera bien. Dans l'agenda du groupe, des concerts au plan national et international pour apporter la bonne nouvelle à tous à travers des prestations musicales. Et c'est sur cette ambiance que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Paris, en France. Retrouvez Edem Sousoukbo à 22h30 pour la dernière édition du journal.